Bernard Werber, le dernier courage. Nous n'avons plus le choix, il faut prendre des décisions courageuses ou crever. Le sourcil du secrétaire général de l'ONU, l'Ivoirien Kouassi Kouassi, sursauta devant la violence de la phrase. Il laissa pourtant le professeur François Pasternak à poursuivre. Voilà la réalité, en moins 10 000 avant Jésus-Christ, nous étions 1 million d'habitants sur Terre. Pasternak montrait un graphique avec une courbe. En l'an 1 nous étions 200 millions. Il désigna une inflexion de la ligne. En 1800. 1 milliard. En 1900. 1,5 milliard en 2000. 6 milliards, et nous sommes actuellement 7,5 milliards. Un nouveau type trahit la préoccupation du secrétaire général de l'ONU. Selon les prévisions, nous serons 10 milliards d'ici 2020. Si l'on met 100 rats dans une grande cage fermée, ils coexistent en paix. Si l'on en met 500, les déjections s'accumulent et les bagarres commencent. Si l'on en met 1000, ils vivent dans une atmosphère irrespirable et s'entretuent. Toutes les espèces animales savent qu'elles doivent s'autoréguler. Même les lapins ne font pas plus de petits qu'ils ne peuvent en nourrir. Même les abeilles, même les fourmis adaptent le nombre de leur progéniture au milieu qui les entoure. Toutes les espèces s'autorégulent sauf une. La nôtre. Et que prévoyez-vous pour les siècles à venir, questionna Kouassi Kouassi. Si l'on ne peut agrandir la cage, si l'on ne peut coloniser d'autres planètes, le scientifique baissa les yeux avant de reprendre. Épuisement des matières premières, raréfaction de l'eau potable et de l'air respirable, guerre généralisée. Actuellement les forêts, poumons de la planète, sont systématiquement détruites en Amazonie, Papouasie, Congo, Indonésie, pour faire des mouchoirs, des meubles, des tracts publicitaires ou tout simplement, pour pouvoir planter des arbres à huile de palme ou construire des golfs. Pour nourrir nos enfants et leur offrir une vie confortable, il faudrait déjà 2 planètes Terre. Kouassi Kouassi hocha la tête puis, lâcha un soupir en regardant la courbe. Et cela ne peut pas ralentir ou s'inverser naturellement. Il y a quand même eu les contraceptifs, l'avortement, avant, la mortalité infantile régulait un peu l'espèce. Mais grâce au progrès de la médecine, de nos jours, pratiquement tous les nouveau-nés survivent. Dans le même temps, l'espérance de vie moyenne mondiale est passée de 30 ans en 1900 à 70 ans. L'effet est mathématique. Il faut avoir le courage d'agir vraiment, pas se contenter de grandes déclarations. Le contrôle des naissances? Le sujet est quand même délicat, pour ne pas dire tabou. Vous le savez, professeur. L'autre esquisse un sourire désolé. Bien sûr, et c'est pour cela que je préfère être scientifique que politicien. Et que proposez-vous comme décision courageuse, professeur? Questionna le président un peu agacé. Le taux de fécondité moyen est actuellement d'environ 3 enfants par famille. Il suffirait qu'il descende à 2 et on sauverait la planète. Kouassi Kouassi était né à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, dans la tribu des Baoulés. Très jeune, après avoir connu le bonheur de courir et de vivre en forêt, il avait découvert les difficultés d'être né albinos. Il avait été pourchassé par des sorciers qui voulaient récupérer ses organes et ses os pour fabriquer des filtres, et avait trouvé refuge dans un centre de protection des albinos à Abidjan, véritable forteresse gérée par l'ONU où il avait fait ses études. La musique avait été son arme, et il avait trouvé son équilibre en devenant une star du reggae. À travers les paroles de ses chansons, il avait alors commencé à dénoncer le poids des superstitions, des traditions, de la bêtise, du fanatisme religieux. Il avait pris la défense des femmes contre l'excision, la défense des pauvres contre l'esclavage, la défense des minorités opprimées contre les gouvernements corrompus. Son intelligence, ses idées et sa popularité, lui avaient permis de démarrer une carrière politique fulgurante et, alors que sa route vers la présidence ivoirienne semblait toute tracée, il avait préféré viser celle de l'ONU, considérant qu'il avait une dette à l'égard de ceux qu'il avait jadis sauvés. Cependant, il ne s'attendait pas à être l'homme qui devrait relever le défi de la maîtrise démographique. Le Dalai Lama lui avait certes déjà déclaré que c'était le problème numéro 1 de l'humanité, mais Kouassi savait bien que la majorité de ses congénères considérait le fait d'avoir autant d'enfants
qui le souhaitait comme un droit primordial. Comment passer de 3 enfants à 2, sans que le projet soit automatiquement rejeté par les 200 pays votants? Il était plus simple de moraliser et de culpabiliser les industriels et les consommateurs que de prendre le problème à sa source. D'autant que de nombreux États poussaient au contraire à l'augmentation de leur population, soit pour avoir des réserves de soldats, soit pour avoir des réserves d'ouvriers, soit tout simplement dans l'espoir de sauver le système de retraite. Kouassi se coucha contrarié. Esmeralda, sa femme, le questionna sur la source de son embarras. Il lui expliqua la situation et conclut: « Je crois que j'avais sous-estimé la charge, et je suis arrivé à la limite de mes compétences. Jamais les représentants des nations n'accepteront de passer de 3 à 2 enfants par famille. Même en Chine ils ont renoncé à la politique de l'enfant unique. Toutes les politiques de contrôle démographique sont vouées à l'échec. » Esmeralda réfléchit un long moment puis annonça qu'elle avait peut-être une idée pour arranger les choses. L'assassinat de Kouassi eut lieu à 11h30, en séance plénière, alors qu'il venait de terminer son discours sur la nécessité de maîtriser la démographique. L'homme avait surgi des coulisses, et vidé le barillet de son revolver sur le président de l'ONU en hurlant « Mort au tyran ! Non au contrôle des naissances !» avant d'avaler une capsule de cyanure. Kouassi fut immédiatement emporté par une ambulance vers un service spécial de l'hôpital de New York. Par chance, aucune balle n'avait détruit de zone vitale, mais il mit 6 mois à s'en remettre. À peine rétabli, il insista pour que le vote soit reprogrammé. La tentative d'assassinat avait évidemment modifié l'atmosphère de l'Assemblée. La loi pour un contrôle mondial des naissances fut ratifiée avec une seule voix de majorité, mais cela suffit. 5 ans plus tard, cette décision commençait à montrer des effets visibles. La courbe de la croissance démographique ralentit sa progression. Et, comme l'avait prévu le professeur Pasternak, cela eut un effet direct sur l'économie. La croissance et la consommation se stabilisèrent. La destruction des forêts et l'épuisement des réserves d'eau potable ralentirent. Puis, vint une période de décroissance, qui affola les bourses et les marchés financiers. Cependant le mouvement était lancé. La maîtrise de la bombe démographique n'était plus un sujet tabou. Les mégapoles devinrent moins pollués. Les océans moins acides virent réapparaître des thons rouges, des dauphins, des baleines, des requins, autant d'espèces en voie de disparition. Les forêts sauvages se remirent à pousser et le désert à reculer. La température de la planète baissa légèrement, permettant de voir réapparaître de la glace dans les zones des pôles où elle avait fondu et au sommet des montagnes. Fort de ce premier succès, le président Kouassi proposa de passer un enfant par famille et, cette fois-ci, le vote se fit avec une majorité nette. Il avait fallu un temps pour se tromper, un temps pour expérimenter, un temps pour comprendre. Alors se produisit l'incroyable: après avoir culminé à un pic de 8 milliards, l'humanité commença un reflux lent mais réel. Après le décès de Kouassi, mort de vieillesse, on trouva dans ses mémoires l'explication de sa réussite. L'attentat contre lui n'avait été qu'une vaste mise en scène orchestrée par sa femme, qui avait bien compris, elle, que le monde évolue grâce à des chocs émotionnels. Kouassi fut considéré dans les années suivantes non seulement comme le sauveur de l'humanité mais aussi de la planète. En 2100 le nombre d'humains redescendit encore plus rapidement, et l'ONU vota une loi qui garantissait à tout nouvel individu d'être protégé, soigné, nourri, éduqué. Il n'y eut plus de morts de faim, plus d'analphabétisme. La violence s'amenuisa et les guerres se raréfièrent. Les forêts ayant repoussé, les espèces sauvages réapparurent, et on trouva dans la pharmacopée de la nature des solutions à toutes les maladies. Grâce au télétravail, les villes se désengorgèrent, les gens préféraient avoir des petites villas à la campagne ou des cabanes dans les îles. Grâce au développement du solaire, les voitures à pétrole furent remplacées par des voitures électriques à plaques photovoltaïques. Les gens, plus heureux, vivaient en meilleure santé, plus longtemps. L'espérance de vie moyenne passa à 120 ans. Avec le recul, chacun comprit qu'il s'en était fallu de peu que, paradoxe suprême,
l'espèce humaine ne disparaisse du fait de sa propre croissance non maîtrisée. Et ce peu avait tenu dans le courage d'un seul homme luttant contre des millénaires de traditions, et surtout dans sa capacité à écouter les conseils de sa femme. Fin.